spécial, hommage et réflexion à Laurent Désiré et sur Laurent. Génération Yasika, esi eboya rumba, elingi kavasha mama, misengo. Biso tobina kichachacha, mambo tango na bolero, bana yambula oyo mama, seka les tons, à l'aisement, caneton, amèrement, caneton, à l'aisement, caneton, à l'aisement. Basi yambula ya kala, kalata jupon na zigida, bana yambula oyo mama, zambala. Buka buka mapeka, buka buka loketo, isengo ya bilenge mama, okonyonyo. Au Zaïre, ils ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la belle, à l'est. Chez nous, oui. Pas que soit. Dans nos bars, et chacun apporte une danse nouvelle. On danse Moko Nyonyo. On s'égaye avec Ekonda Sakade. Basi yambula ya kala, kalata jupon na zigida, bana yambula oyo mama, zambala. Buka buka mapeka, buka buka loketo, isengo ya bilenge mama, okonyonyo. Aguaya, washa washa, Fiona, and don't
allez. Bon, bon, bon. Volant. Todos. Kolokwanga. Siatapata. Génération ya sika esi eboya rumba elingise kavasha mama oyo bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton 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 en avant, caneton, allez, volant. Auditrice de la radio, bonsoir. Nous voici pour notre retour en Afrique à votre service, en Afrique à votre service, un vrai dialogue citoyen, en Afrique à votre service, un carrefour d'idées et d'échanges. En Afrique à votre service, pour un partage sans langue de bois, en Afrique à votre service, pour ces dialogues en douceur et surtout pour des idées nouvelles, innovantes, et surtout n'oubliez pas que l'Afrique, c'est nous, les Congos, c'est nous. En Afrique à votre service. Nous allons répartir pour ce rendez-vous. Comme dit le samedi dernier, je vais déjà commencer par Léopold Sédar Senghor, déclarant en 1949 l'unité est la seule réponse historique aux redoutables contradictions de l'Afrique noire. Aujourd'hui, nous avons préféré essayer de réfléchir sur cette fausse double analyse 54 ans après qui continue de détruire sans trop construire l'Afrique et la République démocratique du Congo. L'opération, j'aimerais aussi laisser une réflexion sur l'opération turquoise, un chaos démographique dans le Grand Lac. Parce que misère congolaise turquoise. Aujourd'hui, l'opération turquoise, quand je vois ces chaos du Grand Lac aujourd'hui, je me dis, je crois à l'ONU de réparer ces erreurs, parce que les erreurs sont parties de l'ONU. L'opération turquoise a été une très bonne opération pour le pays central.
service. À votre service, une émission présentée par Marcel Kanga et la réalisation est tenue par Grâce et par Maman Feza, Grâce Divine. À votre service, dialogue séant. Obligé de reprendre le micro pour continuer, c'est ça les effets du direct. Nous serons là, nous allons essayer de comprendre, je vais commencer par l'Afrique, c'est juste une réflexion, je ne fais pas des démonstrations scientifiques. Une émission, je ne suis pas là pour faire des démonstrations scientifiques, on va vous inviter des scientifiques qui viendront faire des démonstrations et leur théorie. Moi, j'ai toujours préféré faire donner une réflexion pour pousser les gens à leur limite, pousser les gens à innover. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'Afrique, depuis l'Afrique des 80, l'Afrique a beaucoup de diplômés. L'Afrique aujourd'hui, elle est devenue innovante juste. Que cette manière, ces théories scientifiques, ces théories statistiques, on est en train de bourrer les gens dans des livres, dans des journaux, pour essayer de changer des choses de très concret sur le terrain. Je souhaitais lancer des réflexions à chaque fois pour que chacun sache qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est comme je l'ai dit toujours, c'est quoi être congolais? C'est quoi être africain aujourd'hui? Notre continent s'élance à la financiarisation des nations d'Est. C'est là, on continue dans la pauvreté, au-delà de toutes ces statistiques des économistes, de ces économistes, ces statistiques pourrissent encore la vie des Africains. Les gens continuent toujours à rester dans la pauvreté. Les dirigeants africains doivent repenser à leur manière de faire politique. La politique doit être un engagement de courte durée pour éviter à nos politiques, pendant leur mandat, de plutôt à leur réélection, plutôt penser aux gens qui leur donnent piloter. Voter pour ces dirigeants ont été votés, c'est pour essayer de donner une vision à la politique, une vision au pays, et ça, c'est pour ça que ces gens ont été votés. Vous suivez l'émission à votre service, Amafrica à votre service, un dialogue citoyen. Nous allons toujours continuer, nous faisons petit à petit notre il nous reste une bonne demi-heure, nous allons passer trop vite, aller trop vite, essayer de nous suivre pour que nous puissions lancer cette réflexion. La réflexion, pourquoi on informe? Je crois que je ne suis pas contre ceux qui sont en train de dédicacer aujourd'hui. Je ne suis pas contre pour ceux qui prennent un micro, ils prennent un caméscope, filment les gens en train de dire les personnes. Je ne suis pas contre, sauf que si le message sont en train de tuer le métier du journalisme. Un journaliste, c'est pas quelqu'un qui oriente. Je ne suis pas là pour donner des leçons à des personnes, mais la réalité c'est quoi? On forme les gens pour que les personnes prennent cause.
Africa à votre service. Nous devons avoir, comme je le disais, l'Afrique aujourd'hui doit avoir des fonctionnaires de qualité avec un sens d'intérêt général très élevé. Un système plus fort en redistribution en se basant sur des réalités et non de démonstrations scientifiques ou statistiques éloignées de la réalité. Regardons nos lois si elles sont adaptées aux réalités de nos populations. Tout est décalé. Et comment voulez-vous que cette Afrique avance? Comment voulez-vous que cette Afrique il y ait des gens qui peuvent espérer? Et nous devons aujourd'hui comprendre que l'Afrique nous appartient. C'est à nous aujourd'hui de nous affirmer pour prendre notre destinée en main et changer des choses. Tant qu'on ne le fera pas, nous continuerons à crier, nous continuerons toujours à dire c'est la faute aux autres, c'est pas la faute aux autres. La faute nous appartient parce que nous avons tout. Nous avons toutes les capacités, nous avons aujourd'hui les facultés, nous avons des compétences qui peuvent essayer de changer les choses et améliorer certaines conditions de nos populations qui sont dans la misère la plus totale. C'est ça aujourd'hui notre souci, c'est de lancer une réflexion capable de faire bouger. Aujourd'hui, les gens peuvent dire c'est n'importe quoi, mais ceux qui comprennent, ils vont faire bouger. Je ne vais pas citer aujourd'hui de dirigeants africains qui ont pris de l'avance, mais je vais essayer de donner pour réfléchir les moments de certaines personnes qui comprennent qu'il y a eu des dirigeants africains qui avaient de l'avance. Je vais donner l'exemple de Kadhafi, de Thomas Sankara, il y a eu des Lumumba, il y a eu des Nelson Mandela aujourd'hui, que personne ne pourra dire qu'il n'a pas donné une vision à l'Afrique du Sud. Il y a eu encore des Algériens qui ont donné des visions. Aujourd'hui, l'Afrique, pour que l'Afrique s'affirme, il faut que cette Afrique-là soit capable de donner une vision, de donner des directives à ses citoyens pour que cette Afrique demain, que nous ayons des gens capables de nous défendre partout où ils peuvent être. L'Afrique nous appartient, l'Afrique c'est nous. Demain c'est nous l'Afrique. C'est ce que j'ai toujours souhaité, que nous puissions, que chacun doit se dire, il ne faut pas attendre tout de nos gouvernements. C'est impossible. Ils ne peuvent pas tout nous donner. Nombre de nos dirigeants se coupent de la réalité, se coupent de leur population en transformant leur pouvoir à une propriété d'un clan ou des amis. La majorité de ces dirigeants sont là depuis des années. Depuis des années. Et aujourd'hui, ils peuvent être encore réélus. Je ne crois pas. Ce qu'ils n'ont pas fait pendant 30 ans, ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pu faire pendant 20 ans ou 15 ans, qu'ils le feront dans 5 ans ou dans 6 ans. Ça, c'est impossible. Aujourd'hui, sans agresser ces dirigeants, disons-leur, donner la place aux autres, il faut qu'il y ait de l'alternative. C'est aussi aux citoyens africains de comprendre que nous sommes obligés de créer, nous, de l'alternative. Comment le créer? C'est essayer de dire à ces dirigeants, mettez-vous de côté, on va protéger votre famille, on va protéger vos enfants, nous allons protéger aussi vos biens, parce que un dirigeant a eu le temps de représenter son pays pendant des années, pendant des mois et des mois, et il a travaillé. Je sais que c'est un métier, s'il y a un métier plus contraignant qui existe, c'est le métier de dirigeant. Sauf que diriger un pays, parler au nom de 100 000 personnes, parler au nom de 2 millions de personnes, au nom de 20 millions de personnes, au nom de 100 millions de personnes, ce n'est pas rien. On n'a pas tous la chance d'être président. Je vais répartir à la régie, demander à Maman Feza de nous détendre un petit peu pour nous donner le temps de nous essouffler. En Africa, à votre service.
graduellement et sérieusement, sans agresser l'Europe, parce que ce soit l'Europe, ils vont chercher toujours à défendre leurs intérêts. Mais l'Afrique peut avoir... il est possible aujourd'hui que nous puissions l'avoir parce que nous avons des richesses, nous avons une population et nous avons des spécialistes qui peuvent être... Donc, créer une monnaie, parce qu'aujourd'hui, le problème de la monnaie, il y a les francs partout en Afrique. Mais ces francs-là, ce que vous utilisez au Congo, vous ne pourriez pas ramener ces francs au Congo-Brazzaville, ni au Cameroun. Comme vous voyez, même le franc CFA, s'ils amènent au Cameroun, ils ont toujours un problème. Ils sont obligés de dollariser l'argent pour qu'ils arrivent à l'utiliser. Donc nous pouvons aujourd'hui créer notre monnaie pour avoir cette indépendance que nous avons toujours cherchée il y a déjà plus de 54 ans. Nous devons aussi comprendre aujourd'hui, pour moderniser nos pays, c'est de créer des richesses. Créer des richesses passe par la spécificité des banques africaines. Faire des banques, spécifier des banques qui peuvent être à mesure aujourd'hui d'aider nos populations à créer des richesses. C'est le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui. Je crois que je vais faire ces clins d'œil aujourd'hui à tous les dirigeants africains. Aujourd'hui, je crois que la France est en train de chercher à former les armées africaines pour qu'il y ait des interventions à camp de troubles. Je suis tout à fait d'accord avec la France, je lui dis bravo. Mais sauf que le problème c'est quoi? Aujourd'hui, on ne va pas commencer à penser à la sécurité sans penser à la justice sociale. Ça, c'est impossible. Aujourd'hui,
comme je l'ai toujours dit, les guerres en Afrique, elles ne viennent pas des Africains. On pousse les Africains à se battre, pour essayer d'acheter les richesses à moins cher, ou des fois avoir ces richesses gratuitement. Aujourd'hui, les gouvernements africains doivent se dire, nous sommes des gouvernements, aujourd'hui nous devons mettre dans nos projets, dans nos préoccupations, dans toute notre conviction, la vie et l'humain au centre de tout. Je crois que la mauvaise analyse que se faisait l'Europe, les États-Unis, en se disant pour exploiter l'Afrique, il faut amener la guerre, il faut amener les armes. C'est vraiment, il faut s'analyser aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois africaines qui ont changé, il y a beaucoup de structures africaines qui ont changé même leur manière de voir pour essayer de travailler ensemble, de passer et permettre que ce soit aux investisseurs, que ce soit à des politiques, de permettre de coopération bilatérale. Aujourd'hui, il faut que l'Afrique devienne un partenaire de l'Europe, un partenaire des États-Unis. Ça pourrait tout changer à ce moment-là. Aujourd'hui, la vision de cette fausse vision qui consistait juste à passer par des armes pour obtenir des choses, je crois que c'est une vision que nous devons dépasser et essayer de garder, de sauvegarder de vies qui ont encore besoin. J'allais rester toujours en Afrique en se penchant sur l'opération turquoise. Pourquoi je me penche sur l'opération turquoise? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a un chaos. En Afrique centrale, il y a un chaos. Il y a des millions et des millions de réfugiés au Congo, Brazzaville. Il y a des millions et des millions de réfugiés au Congo Kinshasa, 2 millions de millions en Tanzanie, au Burundi, en Zambie. Ça, c'est parti de l'opération turquoise. Pourquoi je dis l'opération turquoise? L'opération turquoise, décidée par l'organisation l'opération turquoise a été décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies sous la résolution 929, dont l'organisation a été confiée à la France et à cette époque dirigée par un général français du nom de Jean-Claude Lafourcade. Cette opération était censée protéger les civils, s'écarter de sa mission et échoua lamentablement en céder les forces armées rwandaises, les interarmées responsables des génocides à l'époque, je dis à l'époque, face à l'avancée du Front patriotique rwandaise, FPR, aujourd'hui l'armée qui dirige le Rwanda, parce que à l'époque c'était Kagame qui était à la tête. Tout le monde sait aujourd'hui que tout le monde est en train, toutes les personnes sont en train de doter Kagame comme l'instigateur du génocide. Avant, c'était, il n'y avait pas la lumière sur, petit à petit, au fil des années, on va fêter le 20e anniversaire du génocide cette année. Je crois qu'il est aujourd'hui aux Nations Unies, à toute la communauté internationale, de dire des choses comme elles sont, sans langue de bois, sans tabou. À cette époque, l'opération turquoise, la France avait comme base arrière, c'était le Congo. La France privilégia ainsi la protection, le convoyage, l'abandon de ses forces négatives sur le territoire du Kivu. Il commettait nombreuses exactions depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde sait que l'Est du Congo, c'est déjà plus de 500 femmes. 500 000 femmes violées. Donc, la culture du viol a été introduite au Congo en 1980. Je vais dire cette culture, je vais dire. Si je parle de la culture, elle a existé, mais qui était insignifiant, mais ça a été utilisé comme arme de guerre. C'est en 1984 quand ces réfugiés rwandais sont arrivés à l'est du Congo. Je ne dis pas que c'est la première fois que les Rwandais puissent arriver au Congo, s'introduire au Congo. Non, je voulais encore répartir la migration rwandaise au Congo belge. C'était déjà
pour les mines du Katanga à la région du Kivu. Pourquoi je parle de ça? Parce que les gens doivent comprendre. Ça date vraiment l'arrivée des Rwandais au Congo. Depuis 1925 que les Rwandais ont été recrutés par le Belge à l'époque par la main d'œuvre indigène qui en sigle c'était le MIB depuis 1925. Et il y avait même le ministre des colonies, comme le commissaire royal Pierre Rockman, qui avait même recommandé au gouvernement belge la politique à suivre, qui a par une lettre. Si vous pourriez lire dans l'enceinte de l'ONU, vous aurez à la page 42, vous aurez à voir que c'était déjà à l'époque que le Rwandais était recruté au Rwanda pour aller travailler dans les mines au sud-est de la RDC. Aujourd'hui, je parle de l'opération turquoise parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies n'arrivent pas à reconnaître que l'opération turquoise est la source de tous ces chaos démographiques en Afrique centrale. Ça serait aussi bien que les Nations Unies reconnaissent ça pour que le Congolais trouve réparation à ça. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses derrière cette bavure, je vais dire. Quand je vois même la MONUSCO aujourd'hui, je me dis, est-ce que les Nations Unies ont essayé de revoir cette expérience qui n'était pas très bonne pour eux, cette expérience qui a causé vraiment un chaos, parce que la MONUSCO, c'est 15 ans après que la MONUSCO repart à l'Est pour essayer d'y rester et travailler à l'Est avec la force d'interposition. C'est presque les mêmes erreurs qui produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, à l'époque, c'était la communauté internationale qui avait exigé, je souligne bien, qui avait exigé au gouvernement de Mobutu d'ouvrir un couloir humanitaire pour faire passer la population rwandaise Hutu à l'intérieur du pays. Cette résolution, c'est ce qu'il avait exigé. Mais ce qui était ambigu, c'était que les Nations Unies n'avaient pas aussi voté des mesures d'accompagnement. Pourquoi je parle de l'accompagnement? Les réfugiés Hutus avaient des armes. C'est ce qui était inconcevable. Vous trouvez à Goma, il y avait 1 million de réfugiés Hutus. Mais beaucoup étaient armés. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui cette situation de chaos. Et le Rwanda s'est dit, je me fais attaquer par les rebelles Hutus, je vais attaquer le Congo. Et le Rwanda, aujourd'hui, c'est tout permis. C'est tout permis. Attaquer le Congo, et ça a attaqué le Congo jusqu'à ce que le Rwanda a fait partie Mobutu. Je vais arriver petit à petit, il nous reste quelques minutes parce que là, nous sommes en train de courir derrière le temps. Le temps fait défaut, j'espère qu'on reviendra. Je voudrais juste, avant de repartir à la régie, parler de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, je parlais de réfugiés, je suis en train de toucher plus vite pour que les gens comprennent. Je parlais de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, pourquoi? Parce que Laurent Désiré Kabila était décédé le 16 janvier. Et Lumumba aussi, qui a été, je vais dire, le visionnaire du communisme au Congo. Laurent Désiré Kabila a cherché et resté dans cette ligne communiste, que je pourrais dire néo-communiste, sauf qu'il y avait vraiment cette ambiguïté face à ces ultra-libéralismes qui s'est introduit en Afrique centrale par l'arrivée des Américains, par l'arrivée d'autres personnes. Et aujourd'hui, je vais parler de Laurent Désiré Kabila, et après je vais essayer de repartir répondre 2 ou 3 de nos auditeurs qui vont réagir en direct. Et d'abord, pour de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila était le reflet.
C'est mon début. Bonjour, monsieur Kanga. Est-ce que vous m'écoutez? Allô, allô? Allô, mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Tababa, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je suis en ligne, maman Feza. Mais pourquoi monsieur Kanga ne m'écoute pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré, comme il n'y a pas assez de temps. Il se pourrait qu'il ne travaille pas sur le Skype. Ah ben alors ça c'est vraiment mauvais, hein, parce que regarde, il continue à parler. C'est pas gentil ça, mais est-ce que tu peux lui écrire un mot si c'est lui? Parce que je suis... Allô, monsieur Kanga, allô, vous m'écoutez? Des messages. Les gens n'ont pas assez les messages qu'il faut qu'ils passent. La réalité, c'est ça. Comme il nous reste moins de temps... Monsieur Kanga, est-ce que vous venez... Est-ce qu'on est... Presque à la fin, le temps nous a fait défaut, nous avons gaspillé 15 ou 10 minutes. On reviendra une autre fois. J'ai toujours dit, les gens peuvent marcher, mais nous devons savoir une chose. Nous marchons pourquoi? Est-ce que nous marchons pour les gens qui ont des idées derrière la tête? Nous marchons pour les gens qui ont leur le laisse terminer. S'il le laisse terminer d'abord, peut-être il a été. Nous marchons pour que demain ou après-demain, qu'on appelle les autres personnes, parce qu'il y a des gens qui ont visé, il y a des gens qui ont leur propre visée pour chercher à avoir un poste à Kinshasa ou répartir dans un coin pour que, voilà, ils puissent travailler. Et si nous marchons pour ça, est-ce que le combat, la marche a dit, allô, monsieur Kanga? Juste pour balancer quelques secondes de minutes et nous allons répartir, nous allons revenir dans le studio 2 minutes après pour donner le micro à nos auditeurs. Nos auditeurs doivent savoir qu'ils doivent être courts, précis et brefs parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Surtout qu'il y a juste une minute, juste une émission derrière nous. Le temps c'est de l'argent et le temps c'est le temps. Nous sommes obligés de respecter. Amafrica à votre service. Allô, Marcel Kanga? Allô? Allô, Marcel Kanga? Vous écoutez? Allô, Marcel? Oui, il y a du direct, le régisseur, voilà, comme on l'a toujours dit, nos aléas du direct a toujours des petits problèmes. Nous allons repartir, prendre notre auditeur, je crois que c'est Shababa qui est en ligne. Shababa, je vous laisse, vous avez juste 2 minutes de réaction parce qu'il nous reste 4 minutes et nous devons conclure l'émission. Shababa, je vous laisse le micro. Allô, Marcel Kanga, bonsoir. Marcel Kanga, bonsoir. Allô, Marcel Kanga, bonsoir. Je remercie Marcel Kanga qui vient, n'est-ce pas, de proposer des solutions pour, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique. Ce que j'ai à ajouter, bon, si Marcel Kanga était en ligne, j'allais lui poser une question qui me tient à cœur. Mais pour le moment, je peux donner mon point de vue, n'est-ce pas, sur la situation africaine. Ce que nous avons, j'ai remarqué, c'est que l'Afrique est vraiment malade. Depuis les indépendances, nous avons fait un constat. Et si nous prenons l'exemple du Congo et du Togo, la situation demeure toujours telle qu'elle était depuis les années de l'indépendance. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons vu que malgré l'indépendance, la plupart des pays africains sont restés encore sous-développés, et bien que
il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup d'idées, l'intervention, n'est-ce pas, des puissances coloniales, mais la situation africaine est restée toujours vraiment sous-développée. Donc, nous nous posons la question de savoir pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Donc, tout juste, nous allons accuser, et nous avons toujours accusé, n'est-ce pas, les responsables, ceux que nous avons élus à la tête des pays. Mais la remarque la plus qui me tient à cœur, c'est qu'est-ce que nous avons remarqué au niveau, n'est-ce pas, de ces représentants, ceux qu'on a élus à la tête des pays. Donc, nous avons remarqué que les pouvoirs vont, n'est-ce pas, des pères aux fils, des neveux aux oncles, des beaux-fils beaux-pères. Et je voudrais dire que les présidents, n'est-ce pas, ayant atteint, n'est-ce pas, leur temps, essaient de passer le pouvoir à leurs fils, et cela va de la même manière jusqu'au ministre. C'est-à-dire, il faut élire quelqu'un qui est proche du président au ministère pour que la famille du beau ou bien du neveu en profite. Donc, si on pouvait mettre fin à cette situation de pouvoir en Afrique, je pense que cela pourrait aussi changer la situation de l'Afrique. De plus, mon point de vue personnel est que l'enseignement donné dans les écoles est un enseignement un peu faux. Si nous considérons la population africaine, donc la politique est toujours demeurée comme ça, il n'y a pas de changement au niveau de la jeunesse. Si aujourd'hui nous remarquons que voilà, en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas de certificat de naissance, etc. Mais pourquoi ne pas commencer les choses comme il le faut, comme les Européens en ont commencé? Et rien n'a été commencé depuis lors. Et le pouvoir passe toujours de père en fils, et nous continuons toujours dans le même système. Bien que tout le monde est unanime avec nous que il n'y a pas eu de changement depuis les indépendances. On fait les élections, il y a les ministres, il y a tout, il y a l'économie, le sol est riche. Mais pourquoi ne pas changer de système de vie? C'est-à-dire, depuis l'enseignement, n'est-ce pas, jusqu'à l'économie, pourquoi ne peut-on pas changer ce système? La question que j'allais poser à M. Marcel Kanga, la question que j'allais poser à Marcel Kanga, peut-être prochainement, il peut y penser et me répondre à cette question. Est que, est-ce qu'on peut penser à une Afrique développée sans l'intervention des États-Unis et des pays de l'Europe? Parce que nous avons remarqué que ce sont ces puissances qui dictent tout en Afrique. Telle est ma question selon Marcel Kanga. J'ai vu que vous avez parlé des puissances coloniales, de l'intervention des puissances coloniales pour former des armées, etc. Alors que la réalité africaine n'est pas la réalité européenne ou bien américaine. Est-ce que les Africains ne peuvent pas, à eux, selon leur situation, selon leur point de vue politique, commencer par se développer à leur manière sans l'intervention de ces puissances-là? C'est la question que je devrais poser à Marcel Kanga. Peut-être nous aurons la réponse. Je m'arrête ici et je repasse, n'est-ce pas, le micro à Maman Feza. Merci. Parce qu'il n'est pas en ligne, Maman Feza. Oui, en Afrique, à votre service, vous avez suivi l'intervention de Shababa qui était en direct. Je vais seulement dire à Shababa, on va lui répondre très prochainement de sa préoccupation, mais j'ai donné quelques pistes à suivre pour
que nous puissions sortir la tête de l'eau, comme je le dis, et nous sommes arrivés à la fin de notre émission, bien qu'il y a encore des interrogations. Vous êtes restés avec plein de questions, nous allons les recevoir en Afrique à votre service, même l'Europe. Nous acceptons des critiques, nous acceptons aussi cette discussion, cet échange, c'est très important pour tout le monde. Je crois qu'on ne sort jamais dans une discussion comme on est entré. C'est seulement les cons qui ne changent pas d'avis. Comme on le dit, c'est toujours les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, en Afrique, à votre service, on vous dit au revoir et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation. Et je vous dis merci et surtout restez toujours à l'écoute de la radio Ama Africa World et qui est là pour vous. Au revoir et à vendredi prochain. Ciao. Make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, love